m'identifie comme créole Vraiment, louisianais. c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. D'accord, bienvenue sur Télé-Louisiane. Nous sommes au Festival acadien créole à Lafayette pour parler français louisianais. Et nous sommes maintenant avec Kirby Jambon, un poète, écrivain et professeur louisianais. Et bienvenue à Télé-Louisiane. Merci, je suis content d'être ici. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler à propos de ton histoire avec le français, comment tu as appris le français, et comment tu as commencé à écrire en français? Ouais, j'ai été élevé par des parents qui parlaient bien le français. Le français était toujours dans la maison. Mes parents me parlaient dans les deux langues. J'étais élevé en français et en anglais. Même si quand j'étais jeune, je ne voulais pas parler français beaucoup. Je comprenais toujours le français. Et ça fait que mes parents me parlaient toujours en français et c'était quelque chose. Moi, j'avais des parents qui avaient une fierté de parler français, une fierté d'être cajun. Ça fait qu'à cause de ça, plus tard dans ma vie, à cause de différents événements qui s'est passés, j'ai décidé que je voulais vraiment juste commencer à essayer de vivre plus en français. Et j'étais inspiré par beaucoup de choses qui est arrivées au même moment. Comme je travaille comme maître d'école, ça fait quand j'ai commencé à enseigner, j'étais en ville. Et ben, dans la Nouvelle-Orléans, j'ai resté avec du monde qui était de tout partout aux États-Unis. Et j'avais des questions drôles. Ils ont trouvé que j'étais cajun. Ils parlent de certaines choses. Ils disent, oh, tu es cajun? Do you Cajun dance? Mais je ne savais pas ce que ça veut dire dans ce temps-là. Je dis même, je suis Cajun and I dance. Je ne connais pas ce que ça veut dire. Et j'ai commencé à apprendre des informations sur ma culture. J'ai eu la chance de faire un voyage avec mes parents en Acadie. Ça, c'était vraiment inspirant pour nous. Première fois que j'ai su qu'il y avait d'autres Acadiens qui étaient déportés, qui sont restés là-bas et ont retourné à différents endroits au Canada. Et ça fait que pour moi, il y avait plein de choses qui arrivaient à un moment. C'était le même temps que le Cajun craze a commencé, là, tout ça. Et, moi, au même moment, il y avait tout ça qui est arrivé en même temps. Moi, j'intéresse dans les cultures en général. Et donc, ça se fait que je travaillais dans une école de Nouvelle-Orléans. C'était une école majorité afro-américaine. Et je m'intéressais beaucoup dans la culture afro-américaine dans ce temps-là, parce que mes élèves étaient afro-américains. J'aimais beaucoup la musique hip-hop et tout ça. Et je m'intéressais dans les différentes cultures. J'allais au Irish pub et je commençais à m'intéresser dans la culture irlandaise. Et à travers tout ça, il y avait un moment donné que tout d'un coup, j'ai dit non, mais je ne suis pas afro-américain, je ne suis pas irlandais, je suis cajun. Je vais apprendre et je vais vivre plus comme un français louisianais, c'est comme ça. Et j'arrive à la maison un jour et je parle avec mes parents et je dis, OK, comment ça, Esther, on parle juste en français? Il dit, mon père dit, oh ouais, Esther, tu as changé ton idée, hein? Ça, c'était vraiment le commencement, ça. Oui. Et tu as dit que tes parents étaient fiers d'être cajun et de parler français. Est-ce que ça a été étrange à l'époque? Parce qu'on dit beaucoup qu'il y avait une honte vraiment de parler français et d'identifier comme franco-louisianais. Pas de ma famille. Je veux dire, comme, moi, je viens de la paroisse La Fourche. Et le français était vraiment fort de ma famille. J'avais des parents comme les tantes et les oncles de mes grands-parents qui parlaient pas du tout anglais. Et ça se fait qu'ils étaient bien contents d'être qui ils étaient. Ils étaient bien contents de parler français. Pour certains, c'était la seule langue qu'ils connaissaient. Et ça fait pour moi, moi, j'ai trouvé ça pas drôle. Mais je veux dire que, moi, je pense toujours, pourquoi, quelle est la raison pourquoi, quand j'étais jeune, je ne voulais pas parler le français?
pourquoi je ne voulais pas. Et je crois que c'était pour une chose que même si mon père, il était beaucoup fort pour être un Canadien pour parler le français, il était aussi beaucoup fort pour l'éducation. Et avant moi, il n'y avait personne qui a eu son diplôme d'université dans la famille. Et ça se fait qu'il voulait vraiment que j'ai mon diplôme et je fais ça, tout ce que je peux, avoir toute l'éducation que je peux. Et je crois qu'à cause il y avait toujours dans cette idée que l'éducation et d'être Canadien et parler français, c'était des ennemis. Ça, c'était, tu fais éducation était là, vivre comme des Américains était là, d'être Canadien, parler le français, même toute la musique, la nourriture chez nous, toute la cuisine, tout ça, c'était différent que d'être ici. Je parlais comme il y avait du manger Canadien que je ne voulais pas manger quand j'étais jeune aussi, parce que je crois que j'avais ça dans la tête. Mais c'était plus dans subconscious, pour moi, ce n'était pas quelque chose que je me réalisais. Mais mon papa dit quoi qu'il croit, peut-être c'était la raison. Et donc, après ce moment-là, après j'ai réalisé que comment mon père était très fier de ça, ma mère était très fière d'être Canadien. Et j'ai vu quelque chose avec eux. Je me rappelle, on a fait un voyage au Disney World une fois aussi. Et on était au Epcot, tu connais? Et il y a tous les pays du monde là-bas, on était à la France. Ça fait qu'on a mangé dans le restaurant dans la France, un restaurant français. Ça fait, il y a le serveur était un Français et mon père, moi j'étais teenager dans ce temps-là, tu connais? Et mon père parlait avec le serveur en français, tu connais? Et moi je faisais comme ça. J'ai dit, Pop, it's not the same French, arrête cette affaire-là, tu peux pas parler avec lui. Mais après qu'ils avaient une grande conversation, ils regardaient, tu vois, on se parle, tu vois, tu connais, c'est le français c'est le français, dude. Et c'est bon. OK, j'ai commencé à comprendre ça. Mais je peux voir que quand j'ai quitté le Bayou, quand j'ai rencontré du monde, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré d'autres mondes, j'ai vu que c'était différent, ça. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oui. Et tu as parlé à propos de la relation entre l'éducation anglophone et le français quand tu étais petit. Donc maintenant, c'est quoi le rôle de l'éducation du français, particulièrement des écoles d'immersion, dans l'avenir du français, à ton avis? Mais moi, comme vous avez dit, moi je suis maître d'école, je travaille en immersion. Et donc je trouve vraiment que l'immersion, c'est pas... Mais la meilleure moyen d'apprendre la langue, c'est dans la maison. Ouais. Mais si on n'a pas assez de parents qui élèvent leurs enfants en français, le deuxième choix qu'on a, c'est d'utiliser des programmes comme les programmes d'immersion, de se servir de cette méthode. Et ça fait 24 ans que j'enseigne en immersion. Et c'est quelque chose, pour moi, c'était une des plus grandes richesses de ma vie. Mais c'était une richesse aussi pour moi de voir ce que ça a offert, ce que ça a donné, ce que ça aux élèves qui est dans le programme. Je vois j'ai des anciens élèves qui ont fait autant de choses avec leur français. J'ai des anciens élèves qui habitent en France. J'ai des anciens élèves qui travaillent ici en Louisiane pour promouvoir le français. Et j'ai des gens qui, leur français leur donnait un sens de fierté, un sens de juste l'idée qu'ils sont ils sont capables de faire quelque chose. Ça leur donne une chance, un peu de confiance dans eux-mêmes. Et pour moi, je trouve que de voir des programmes d'immersion, c'est très important. Mais l'immersion n'est pas le seul. On peut bien sûr apprendre français. Il y a des autres manières d'apprendre. Mais je trouve que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut continuer. Il faut avoir la créativité. Okay? Autant de différentes façons d'apprendre le français, ça sera la meilleure chose à faire. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de la polémique, ou on pourrait dire faux polémique, entre le français louisianais et le français standard? Il y a de temps en temps des débats, il y a des personnes qui disent « Ah, il faut éduquer les gens en français louisianais », il y a les autres qui disent « Ah, c'est plutôt mieux en français standard ». Est-ce que ça, c'est vraiment un problème, ou est-ce qu'on peut faire les deux?
Moi, c'est toujours une question. Pour moi, je trouve que il faut, après que j'ai rencontré beaucoup de monde qui parle français à travers le monde, moi, je vois que c'est comme, il y a le français, point final. Et il y a différentes manières de parler le français à travers le monde, juste comme il y a différentes manières de parler anglais et d'autres langues. Quand j'ai pris des cours d'espagnol, mais j'ai vu une différence entre l'espagnol de l'Amérique centrale et du Mexique et de l'Espagne. C'était différent. Quand je regarde des programmes de BBC, des fois je mets des sous-titres parce que l'anglais est beaucoup différent là. Ça se fait ils vont avoir des différences. Mais quand même, c'est le français. Et donc, ça se fait que, juste à ce point-là, on va dire que c'est tout le français. Maintenant, à ce point-là, on est dans la Louisiane et on a une tradition de français en Louisiane. Et je ne veux pas qu'on coupe vraiment ce lien qu'on a avec notre héritage, qu'on ne peut plus se comprendre dans un sens. Et ça se fait que le français louisianais est important dans le sens que la variété de langues qu'on parle ici, notre parlage, comme on dit parfois, c'est notre manière d'être français. Et ça fait que c'est important de continuer à parler le français de chez nous. Et ça ne veut pas dire que on ne peut pas apprendre aussi un français plus international. Okay? Moi, quand j'enseigne en animation, je n'ai pas de choix. Okay? De me servir de français international parce que pour le moment, il n'y a pas de livre écrit en français louisianais. Mais en général, si vous allez au Canada, il n'y a pas les Québécois parlent différemment que les gens de la Nouvelle-Écosse et les Acadiens du Nouveau-Brunswick, c'est toutes leurs différences. Mais ils n'ont pas des livres écrits dans leur dialecte. Ils ont certains termes qui sont uniques au Canada, qu'ils ils vont avoir dans les livres, mais c'est un français plus standardisé. Et donc, ça, c'est les livres que nous, on utilise aussi. Mais en même temps, je vois, par exemple, les élèves dans ma classe, il y a des élèves qui avaient un professeur de la Belgique, un autre de Québec, un autre de la France, et ils avaient 3 différents mots pour un desk. Hein. Il y avait un bureau, un pupitre, un banc. Ça dépend du pays. Okay? Ça fait que... Mais c'était tous de français. Je trouve ça, si moi je suis louisianais, je vais enseigner le français louisianais, mais on va enseigner aussi en même temps un français plus standardisé pour être capable vraiment de comprendre les livres et de se communiquer avec la francophonie en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme, dans le passé, c'était juste une question on avait moins de contact avec d'autres francophones. Aujourd'hui, je trouve que nos partenaires à travers le monde sont très, très importants. Donc, je trouve le français, bien sûr, le français international a une place en Louisiane, mais on ne va jamais perdre le français louisianais. Ils vont continuer moi, je vais continuer de l'enseigner. Moi, je vais continuer de parler le français de chez nous autres. Oui. Et c'est quoi votre réaction à la décision de l'OIF sur la candidature de la Louisiane? Non, mais c'est le temps, bien sûr. C'est que ça arrive, là. Ça se fait que... c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Parce qu'il faut vraiment continuer à parler avec avoir des liens. Je trouve dans le monde aujourd'hui, on est le monde, comme on dit, on est tellement global, on est tellement comme ça. Le monde devient plus petit, on a des liens, des connexions avec de tous à travers le monde. C'est important qu'on a aussi ces liens, en communication, des conversations, des dialogues avec des autres dans la communauté des francophones. Et ça se fait que pour moi, c'est important qu'on a ces liens. Et je trouve que c'est quelque chose que... Il y a du monde à Louisiane qui ont travaillé très fort pour ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé très fort pour ça à travers des années. Et je suis content qu'on voit ces fruits aujourd'hui, que ça a réparé. Oui. Et vous avez parlé de l'importance de la littérature dans l'éducation. Et donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez commencé à écrire en français louisianais? Ça, c'est quelque chose de drôle parce que je me rappelle quand moi, j'ai commencé à travailler comme enseignant il y a 33 ans. Et j'enseignais en anglais. Et il y avait un moment donné que à ce point-là, après 8 ans, 9 ans d'enseignement,
7 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai décidé que je voulais vraiment enseigner, je voulais être à l'aise à parler le français tout le temps, parce que je comprenais toujours le français, non, moi je dis moitié anglais, moitié français, mais je comprenais bien. Mais je voulais vraiment être à l'aise à parler français, et je voulais, si je pouvais faire ça, je voulais faire ça en français. So, j'avais décidé d'étudier, passer une année en étudiant le français pour avoir ma certification. Et j'ai vu, mais moi, je n'avais pas, parce que quand je suis arrivé là dans le programme, moi, j'avais pas beaucoup de français du tout à ce point-là. J'avais juste un cours à l'université, un cours au lycée, et peut-être un ou deux cours non crédits quelque place ici et là. Ça, je n'avais pas beaucoup. So, il m'a fait le test, et j'ai dit, il m'a fait le test pour voir à quel niveau je devrais placer. Il m'a placé le plus haut niveau. J'ai dit, non, c'est dit, baisse-moi, je vais rester ici une année, je vais apprendre. Et quand je suis dans ce programme-là, j'ai dit, parce que j'ai dit, moi, l'écriture, c'est pas bon avec moi, je peux pas écrire et lire, moi, c'est plus parler. Mais j'ai su, à cause du fait que je comprenais le français, je pouvais parler le français, que l'écriture, à lire, à écrire, ça est venu beaucoup plus vite que des autres dans le programme qui étaient anglophones. So, tout le monde me contacte, vraiment, ils voulaient tricher sur moi pour voir comment je peux écrire. So, j'ai vu ça au début. Et quand je suis venu en Louisiane et je commençais à enseigner en immersion, j'ai eu l'occasion d'assister à un lancement de livre de mon cousin David Cherami, son premier livre de poésie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, il est cadien comme moi du Bayou-Lafourche et écrit en français. J'ai dit, ça c'est intéressant ça. Et il y avait du monde là qui dit, oh Kirby, tu écris, tu vas écrire? Non, je n'écris pas moi. Mais après ça, ça me donne inspiration. J'ai commencé à écrire, je me rappelle, j'ai écrit peut-être 6 poèmes, j'avais écrit juste quelques mois plus tard. Et il y avait la télévision TV5 qui a parrainé juste une petite lecture de poésie en français. Il y avait un petit café ici qui n'est plus là. Et on avait fait cette petite lecture-là et j'ai lu ces 6 poèmes. J'ai eu une bonne réception et j'ai dit, OK, je vais continuer à faire ça. Et le plus que je lis, le plus que j'ai écrit, le plus d'opportunités j'avais pour lire. Et les réactions étaient tout à fait positives. Ça me donne encore envie d'écrire encore plus et encore plus. Oui, j'espère que ça peut donner de l'inspiration aux autres gens parce que même des écrivains franco-louisianais ont dû étudier le français un peu parce que nous devons tous l'étudier. Et quels sont les motifs ou les thèmes ou les idées centrales dans votre poésie? Au début, je trouve que ma poésie est comme la plupart des poètes comme le franco-louisianais que à cette heure j'ai eu la chance de lire. Au début, je trouvais que nos thèmes étaient beaucoup dans un sens politique, beaucoup liés à la culture et la langue. C'est des questions de la culture et la langue. Et j'ai vu ça dans mes premiers poèmes, c'était beaucoup lié. Même au début, j'essaie d'écrire beaucoup plus avec pas de mots du tout, sans mots de français standard, vraiment plus le français de chez nous. Et je voulais vraiment insister sur ça. J'ai insisté aussi sur la sonorité, l'oralité, parce que c'était important que les poèmes sera quelque chose dans un sens amusant, dans un sens, mais quelque chose qui était bien à entendre à haute voix. Et ça, donc, les premiers thèmes, c'était sur la culture, sur la famille, sur la langue. Et, par exemple, mon premier livre, L'école Gombo, l'idée de Gombo était l'idée que c'était ce mélange de culture et langue qu'on a en Louisiane. Mais c'était aussi école, parce que je travaille dans les écoles, et l'école, c'était l'idée que moi, j'étais en train d'apprendre à propos de ma culture et de qui je suis, et apprendre plus sur ma langue et ma culture. Mais en même temps, j'étais en train d'apprendre, j'ai dit comme mon cousin David Cherami disait souvent, j'ai dit, je vais apprendre à écrire la poésie en écrivant la poésie. Parce que je trouve, c'est comme ça que tu apprends à parler français, on parle en français. Oui. Et c'est ça. Et ça, c'est les premiers thèmes. Mais les thèmes changent alors, ça se fait qu'après
après ça, je veux pas aller juste écrire sur ces thèmes, je veux voir, parce moi, je m'identifie comme Cadien, je m'identifie comme Franco-Louisianais, mais je m'identifie comme d'autres choses aussi, vraiment comme un être humain, ok, une partie de cet univers. C'est vrai. Mais donc, moi, je veux être capable d'écrire dans mon français à propos de qui je suis. Alors, qui je suis, c'est quelque chose qui change. Tu connaissais. Quand je vieillis, il y a des autres, j'ai des sentiments qui changent et j'ai des expériences qui me changent aussi. Oui. Et vous avez parlé de David Charamy. Et quelles sont les autres grandes influences littéraires de la Louisiane ou d'autres pays? Well, bien sûr, Jean Arsenault, Barry Oncellet, et puis Zachary Richard. Ça, c'était comme des premiers franco-louisianais que j'ai lus. Aussi, Brenda Mounier, Debbie Clifton, j'ai lu leurs poèmes. J'ai aussi été inspiré par d'autres sortes d'écriture, comme des vignettes, des textes de Richard Charamy, des pièces de théâtre d'Erline Broussard. Et vraiment, des fois, juste des gens qui écrivent en général, même si c'était non-fiction, comme Amanda Lafleur, des gens. Tous ces mondes-là m'ont beaucoup inspiré. Et l'autre groupe de poètes que j'aimais beaucoup, c'était les poètes de l'Acadie au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, Gérald Leblanc et des gens comme ça. C'était vraiment, j'adorais leur poésie aussi parce que j'ai vu quelque chose de nous dans leur poésie aussi. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du français en Louisiane? Est-ce que vous avez des conseils pour la nouvelle génération de francophones? Continuer, lâcher pas la patate, c'est parce que je trouve chaque jour, je vois quelque chose de nouveau, un nouveau pas. On marche, on met un pas dans une place qu'on n'a jamais été avant. Et ça change. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ce qu'on peut avoir en Louisiane. Et des fois, on pense que ça ne peut pas être comme c'était en avant. Ça ne peut jamais être en avant. La vie change. Les langues changent. Le français qu'on parle aujourd'hui en France, ce n'est pas le même français qui parlait une génération. Ça change aussi. Mais le fait qu'on a toutes ces différentes manières d'être franco-louisianais, d'être cadien, d'être créole, d'être juste quelqu'un d'ici qui parle le français. Je trouve tous les efforts qu'on a, il faut des différents efforts. Il faut quelque chose, il faut social media, il faut avoir des affaires traditionnelles, il faut avoir la musique, il faut avoir l'écriture, il faut avoir l'éducation, il faut avoir des occasions juste pour s'amuser en français. Et ça se fait que tous les méthodes. Moi, je vois toujours un espoir. Est-ce qu'il y a toujours un danger qu'on peut le perdre? Oui. Il y a toujours un danger. Moi, je suis réaliste, OK? Mais c'est pas sain de travailler pour quelque chose s'il n'y a pas d'espoir. Et ça, c'est quelque chose. Moi, l'espoir grandit dans ce que je vois. Moi, je vois encore. Mais il y a toujours des endroits qu'on ne touche pas encore. Il y a des places dans la Louisiane qu'il faut qu'on essaie de vraiment de voir, hey, on va perdre notre héritage si on ne continue pas, si on ne fait pas des efforts. Et ça, c'est drôle aujourd'hui. Pour ne pas perdre l'héritage, il faut penser à l'avenir et il faut penser à l'extérieur des fois. Il faut faire les deux en même temps. Okay? Est-ce qu'on peut préserver ce qu'on a ici, préserver la façon qu'on vit en même temps avec des connexions à l'extérieur, avec des efforts pour l'avenir? D'accord. Donc, c'est bien de terminer avec un peu de l'espoir. Mais merci beaucoup, Kirby Jambon. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci. Merci.